Bien, bonjour à tous et bienvenue à la Tableau Conférence Europe. C'est parti, une petite session Jedi. J'ai le plaisir de l'animer aujourd'hui. Donc mon nom est Didier Valatte, je suis consultant avant-vente chez Tableau et je vais avoir la chance aujourd'hui de présenter cette session intitulée La force au service de vos données ou comment devenir un maître Jedi avec Tableau. Ok, titre très prometteur. Alors tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce qu'un Jedi ? Un Jedi, c'est une personne qui maîtrise un art, qui maîtrise des compétences. Si on fait l'analogie avec la Coupe du Monde aujourd'hui, un de nos Jedi, c'est Mbappé, qui porte le pays avec l'équipe de France. On peut être un Jedi au football, et là, on va faire un focus sur comment être un maître Jedi avec Tableau. Donc selon nous, un maître Jedi Tableau, il doit maîtriser 3 types de compétences. Des compétences en termes de visualisation, d'une part, savoir choisir quel est le bon type de graphe, le graphe adapté à vos données. Savoir aussi mettre en forme vos visualisations, savoir choisir quel type de repère justement afficher, que ce soit des points, que ce soit des formes, etc. Et surtout mettre en forme vos visualisations. C'est-à-dire que lorsque vous constituez des tableaux de bord, l'important, ça va être de positionner vos éléments de manière pertinente au niveau de vos tableaux de bord pour que vos utilisateurs, trouvent l'information très rapidement. En termes de données, on va faire un focus sur les calculs de table, les calculs de type LOD, je pense que vous connaissez, c'est une session avancée aujourd'hui, je le rappelle, qui vont modifier en fait le niveau de détail de votre visualisation. Mais également, ce qu'il y a d'important, c'est aussi de maîtriser des compétences en termes de partage de l'information. Lorsque vous allez partager vos tableaux de bord et lorsque vous allez ajouter de l'interactivité au sein de vos tableaux de bord. Okay ? Donc les objectifs de cette session sont multiples. À la fois, vous permettre d'optimiser vos visualisations en termes de temps de réponse, d'une part, et en termes de rendu visuel, d'autre part. D'accord ? Et bien sûr, je vais essayer de vous donner envie d'aller plus loin. D'accord, avec Tableau ? Alors, on va commencer avec une petite image. On va remonter un petit peu le temps, là. On est en 2010. C'est suite au lancement de l'iPhone 4. C'est une photo de Steve Jobs qui a fait une keynote, comme vous l'avez pu le voir, une keynote Tableau précédemment. Et en fait, pourquoi Steve Jobs a fait une keynote suite au lancement de l'iPhone 4 ? Parce qu'en fait, il s'est aperçu qu'il y avait plusieurs utilisateurs qui se plaignaient en fait, de l'iPhone 4 et qui disaient que en fait, l'iPhone 4, il avait un problème au niveau de la réception. Il avait un problème de réception au niveau de l'antenne. Et donc les utilisateurs, lorsqu'ils utilisaient l'iPhone 4, mais malheureusement, ils avaient un problème de connectivité et ils avaient du mal à appeler. Donc il a fait cette keynote. Et du coup, pendant la keynote, en introduction, il a dit « You're holding it wrong ». Okay ? C'est-à-dire que selon Steve Jobs, le problème ne venait pas du produit, ne venait pas de l'iPhone 4 en lui-même. Le problème venait de l'utilisation qui était faite de l'iPhone 4, c'est-à-dire que les utilisateurs, lorsqu'ils tenaient en fait l'iPhone 4, ils mettaient le doigt au niveau de l'antenne et donc ça perturbait la réception. Qu'est-ce que je veux vous dire, en vous montrant cet exemple, c'est qu'avec Tableau c'est pareil. Si vous n'utilisez pas les bonnes pratiques de visualisation, vous pouvez faire n'importe quel type de graphique. Si vous ne l'optimisez pas, celui-ci, malheureusement, vous avez pu déjà le constater peut-être, celui-ci va mettre du temps à s'afficher, va être long. Et au niveau de vos utilisateurs, l'expérience ne va pas être optimale. D'accord ? Donc vraiment, l'objectif de cette session, c'est ça. On va avoir des cas d'usage ensemble qui vont vous permettre d'optimiser vos visualisations. Ok ? Donc je vais commencer par un premier cas d'usage, un tableau de bord assez classique, où l'on va ensemble en fait essayer d'optimiser les infobulles, c'est-à-dire les tooltips, les petites informations que vous avez lorsque je passe le curseur sur par exemple un pays. Donc comme on parle d'optimisation, ce que je vais faire dans un premier temps, je me rends dans Aide, paramètres, et je vais lancer l'enregistreur de performance pour vous montrer exactement ce qui se passe en arrière-plan, d'accord ? Donc là, lorsque je passe la souris par exemple sur un pays, lorsque je filtre mes données sur la Norvège, vous voyez que j'ai à la fois 2 types d'informations, le montant des ventes qui est la couleur, et j'ai intégré depuis la version 10.5, on peut intégrer des visuels dans le tooltip qui me permettent de voir l'évolution de mon bénéfice en fonction des années. Et là, dès le départ, on peut constater un premier problème. On voit que Tableau nous indique que la vue est trop grande pour être affichée. D'accord ? J'affiche un tooltip, mais malheureusement, la vue que j'affiche dans ce tooltip est trop large en longueur. Okay ? Et donc, du coup, elle est tronquée. Donc, si je passe sur d'autres pays, vous voyez, j'ai le même problème. Alors, comment je peux régler ce type de problème en termes de rendu visuel dans un premier temps ? Donc, si on va au niveau de la visualisation, on peut directement aller au niveau du tooltip, de l'infobulle, et changer ici la largeur. Augmenter par exemple à 400, à 400 pixels. Vous voyez que là j'ai corrigé mon problème. J'ai plus le problème, ça s'affiche correctement. Mais quel est le problème de faire ça justement ? De modifier en dur un paramètre qui a été mis en place par Tableau.
C'est-à-dire que si jamais vous modifiez votre visualisation, à chaque fois, il va falloir que vous refassiez ça, c'est-à-dire augmenter la taille de la visualisation, d'accord? Donc ça, c'est pas vraiment optimal. Donc si je reviens en arrière, que vous pouvez reconstater le problème, moi, ce que je vous propose plutôt, c'est d'aller au niveau de votre visualisation du tooltip et d'ajuster à ce niveau-là la largeur. Comme ça, dès que vous allez revenir à votre visualisation, automatiquement, celle-ci est ajustée. OK? Ça, c'est une première astuce. Donc là, on était plutôt côté rendu visuel de la visualisation. Maintenant, si j'arrête justement l'enregistreur de performance, okay, on va aller voir qu'est-ce qui se passe en termes de performance, en termes de requêtes, en termes d'actions qui sont transmises à Tableau. Okay. Donc là, je vais afficher le résultat de l'enregistreur de performance et je vais vous montrer toutes les actions qui ont été réalisées en arrière-plan. Donc là, si je me mets en plein écran, à ce niveau-là, que j'affiche l'ensemble de mes actions, vous voyez qu'à ce niveau-là, Tableau va communiquer N fois avec votre source de données. Une première fois lorsque j'ai filtré mes données sur le pays Norvège, une deuxième fois à ce niveau-là lorsque j'ai switché le curseur sur la Finlande, une troisième fois sur la Suède, une quatrième fois sur l'Italie, etc. Donc je vais communiquer N fois avec ma source de données. Et ça, c'est important. Moi, je travaillais précédemment dans le domaine des bases de données, sur de la grosse volumétrie de données. Le problème de ça, c'est que si aujourd'hui vous avez une base de données de type Big Data et que vous avez des millions, voire des milliards d'enregistrements, vous voyez que toutes ces requêtes sont effectuées en séquence. Donc là, potentiellement, au niveau de votre visualisation, celle-ci n'est pas optimale. Vous allez perdre beaucoup de temps. Et vos utilisateurs, justement, ne vont pas avoir une expérience assez poussée en termes de rendu. Donc moi, ce que je vous propose, c'est justement de voir comment ensemble, on peut optimiser ce type de visualisation. Donc je vais refermer l'enregistreur de performance à ce niveau-là. Et je vais le relancer, okay, pour voir avant et après. Donc, qu'est-ce qu'on constate au niveau de cette visualisation? On constate que j'affiche à ce niveau-là le montant des ventes par zone géographique et par pays. D'accord? Donc, le niveau de détail de ma visualisation, le plus fin, sont les pays. Alors que si je vais au niveau du tooltip, vous voyez qu'ici, je n'ai pas ce type d'information. J'ai l'évolution de mon bénéfice en fonction des années. D'accord? C'est la raison pour laquelle Tableau est obligé de demander cette information à votre source de données, pour avoir justement les données qui lui sont nécessaires d'afficher la visualisation. Donc ce que je vais faire au niveau de cette visualisation, je vais ajouter les niveaux de détail qui sont manquants. Donc je prends ma hiérarchie lieu, je vais ajouter déjà la zone géographique, je vais avoir une courbe pour chaque zone géographique, une courbe pour la zone centre, une pour la sud et pour la nord. Et ensuite, je vais faire du drill down. Je vais descendre dans mes données pour aller au niveau des pays. De cette manière, j'ai exactement le même niveau de granularité à la fois dans ma visualisation principale et à la fois dans mon tooltip. Okay? Donc maintenant, si je passe mon curseur sur les pays, ça sera beaucoup plus rapide. Pourquoi? Parce que Tableau a l'ensemble en fait, des données à sa disposition. Et donc Tableau va réaliser à ce niveau-là juste un filtre au niveau des données. Et ça, c'est important. Il ne va pas envoyer une requête à chaque fois pour communiquer avec la source de données. Et donc là, vous allez voir maintenant le résultat. Si je regarde au niveau de mon enregistreur de performance, je peux prendre d'autres pays aussi à ce niveau-là pour vous montrer. Donc de la même manière, je vais arrêter, je vais vous montrer le résultat. Donc là, c'était vraiment un peu le premier exemple pour optimiser à la fois le rendu et les performances, mais c'est quelque chose d'important pour vos utilisateurs. Parce qu'on a déjà vu, moi j'ai travaillé pas mal avec des clients et j'ai déjà vu des tableaux de bord qui mettaient plus d'1 minute à s'afficher. Effectivement, ça peut poser problème et les utilisateurs peuvent dire que le problème vient de Tableau, mais en fait, pas du tout. Et donc à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on constate? Vous voyez, si je me fixe sur l'événement exécution de requête, comme précédemment, c'est-à-dire communication avec ma source de données, vous voyez qu'il y a seulement 2 points à ce niveau-là. Une première agrégation de mes données de profit par zone géographique, et une deuxième, lorsque j'ai fait mon drill down dans mes données, qui me permet d'agréger mes données à la fois par zone géographique et par pays. 2 requêtes au lieu de N requêtes. Ça, c'est vraiment très performant. Okay? Donc vraiment, cette fonctionnalité, elle est bien, Visin Tooltip, mais manipulez-la avec à bon escient. Okay? Ça, c'est un premier exemple. On va aller un petit peu plus loin en termes de Visin Tooltip. Je vais vous montrer un deuxième exemple que l'on retrouve pas mal chez nos clients dans le domaine financier. Notamment un tableau croisé, dynamique entre guillemets, où est affiché par sous-catégorie de produits et par année l'évolution de mes ventes. D'accord? On va essayer de pousser un petit peu le rendu en termes de visualisation. On ne va pas aller très loin, mais bon, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus joli, j'ai envie de dire. Et donc là, on va essayer de faire ressortir justement quelles sont les sous-catégories de produits qui surperforment ou celles qui sous-performent.
Donc ce que je vais faire dans un premier temps, je vais prendre mon montant des ventes et je vais l'ajouter au niveau de la couleur, à ce niveau-là, et je vais changer les repères. Okay, donc là, qu'est-ce qu'on voit? Effectivement, on voit que par exemple, pour la sous-catégorie stockage ou bibliothèque, celle-ci surperforme en 2017 par rapport aux autres, par rapport à la catégorie meubles par exemple. Okay, donc là, on a déjà un premier niveau d'information. Mais ce que l'on vous recommande aussi d'utiliser, même si vous gardez ce type de tableau croisé, qui est beaucoup demandé par vos utilisateurs, c'est d'ajouter à ce niveau-là une visualisation dans le tooltip qui va vous permettre d'avoir plus d'informations sur votre visualisation. Donc là, si je filtre de la même manière sur ma sous-catégorie bibliothèque, je vois qu'en 2015, je vois l'évolution en fonction des mois. Donc j'apporte une information complémentaire à mon analyse. J'avais uniquement le montant pour l'année. Et donc là, ça me permet d'avoir l'évolution en fonction des différents mois. Et qu'est-ce que l'on voit à ce niveau-là? En termes de rendu, ce n'est pas terrible, à la fois au niveau du libellé de l'axe et à la fois au niveau du libellé de mes différents mois. Pourquoi? Parce que je vois qu'ils sont tronqués. Tableau n'a pas assez d'espace pour afficher entièrement les libellés. D'accord? Donc là, je vais vous montrer deux astuces. D'accord? La première, ça va consister justement à afficher les mois de manière un petit peu plus correcte. Donc je vais formater le libellé de mon axe et à ce niveau-là, vous avez une petite option qui vous permet d'afficher la première lettre au niveau du mois. Okay, assez classique. Donc si je reviens à ce niveau-là, vous voyez que Tableau ne va pas tronquer les libellés du mois, mais il ne s'affiche pas forcément tous correctement. D'ailleurs, j'ai toujours le problème au niveau de mon libellé, de mon axe montant des ventes, vous voyez que pareil, c'est découpé. Et là, c'est une deuxième astuce que, bon, pas grand monde, en général, les personnes ne connaissent pas forcément, c'est d'aller au niveau d'analyse, c'est vrai qu'elle est un petit peu cachée cette option, disposition de table, avancée, et puis là, vous allez pouvoir décocher cette petite option qui s'appelle afficher le niveau de détail situé le plus intérieur, etc. Vous allez décocher cette option, et qu'est-ce que ça va faire? Ça va justement afficher à la fois les années et les mois juste en dessous, au niveau de l'entête. D'accord? Vous allez remonter l'axe, le deuxième axe que vous avez, juste en dessous. Et donc là, si je reviens au niveau de mon tableau de chiffres, ouais. Vous voulez prendre une photo? Ah, vous voulez prendre l'option. Alors, juste pour information, cette session est enregistrée, ok? Donc vous pourrez voir le replay. Et d'ailleurs, j'ai donné aussi le workbook complet. Donc vous l'aurez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, mais plus à la fin, ok? On prendra un petit peu de temps pour y répondre, ok? Donc voilà, c'était juste disposition de table avancée. Vous ne connaissiez pas, madame? Non, je connais. Ah, voilà. Ouais, c'est bien alors. Il y a au moins un élément que je vous ai appris. Super. On est là pour ça, ok? Et donc effectivement, vous voyez que là, du coup, ma visualisation, directement, sans que j'ai resizé, parce que déjà, là, elle était, vous voyez, à ce niveau-là, j'avais déjà ajusté la largeur, mais là, ça rentre directement. J'ai plus de problème. Ok? Donc deuxième exemple d'optimisation de rendu visuel. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin au niveau des concepts. Et notamment, il y a un concept qui nous tient à cœur dans le tableau. Ça s'appelle le concept de densification de données. Bon, c'est un concept qui peut faire peur. C'est une session de Jedi, donc attention. Les concepts des fois qui arrivent comme ça, qui font un peu peur. En quoi ça consiste? Alors regardez à ce niveau-là. J'ai un graphique qui représente en fonction de mes zones géographiques l'évolution de mon montant des ventes en fonction des différents mois et de mes années. Si je regarde mes données à ce niveau-là, je vois, si je trie mes données, que j'ai des ventes qui ont été réalisées en janvier 2014 pour la zone géographique sud. Mais je n'ai aucune vente qui a été réalisée pour la zone géographique nord ou centre en janvier. Vous voyez. De même, je n'ai carrément aucune vente en juillet ni en août à ce niveau-là. D'accord? C'est la raison pour laquelle vous voyez ici, d'ailleurs, il n'y a pas de barre. J'ai des trous dans mes données. Je n'ai pas un axe temps qui est complet. D'accord? En quoi cela peut-il poser problème, en fait, avec Tableau? Lorsque vous allez réaliser des calculs de table ou des calculs sur des intervalles de temps, le fait de ne pas avoir un axe complet va potentiellement vous poser problème et va vous obliger à justement créer fictivement de la donnée. Et ça, c'est important. Avec Tableau, les données que vous affichez, ce sont celles que vous avez. Ce que l'on vous recommande, il y a plusieurs moyens en fait pour générer un axe temps complet. Un premier moyen, ça peut être d'ajouter un fichier Excel. Un fichier Excel qui va dire, j'ai des données, en fait, j'ai un calendrier qui part de janvier 2014 jusqu'à décembre 2017. Un fichier Excel qui a l'ensemble de ces données. Ou on peut ajouter une table dans une base de données aussi et faire ensuite une jointure, un data blending.
Mais avec Tableau, grâce à ce concept de densification de données, directement, vous pouvez rester avec votre seule source de données et appliquer ce concept. Alors, je vous parlais des calculs de table, je vais en ajouter un d'ailleurs, un total cumulé. Et donc là, on voit que le total cumulé, justement, ne s'affiche pas bien, ne s'affiche pas correctement. J'aimerais, par exemple, que lorsque j'ai réalisé des ventes, par exemple pour la région Nord en juin 2014, j'aimerais que ce montant soit dupliqué à la fois sur les mois de juillet et les mois d'août, parce que j'ai quand même réalisé une première vente. Okay, alors que là, du coup, vu que Tableau n'a pas ce type de données, vous voyez, mon axe temps, j'ai un trou. Donc très facilement à ce niveau-là, pour appliquer le concept de densification de données, vous faites un clic droit au niveau de votre axe temporel et vous faites afficher les valeurs manquantes. Et donc directement, vous voyez que ma première vente que j'avais réalisée au mois de juin, elle a été déportée sur les différents mois, juillet, août, et ensuite il y a les nouveaux montants qui sont là. Donc si j'affiche l'ensemble de mes données, qu'est-ce que Tableau a réalisé? Vous voyez qu'ici, Tableau a démultiplié mes régions par les différents mois que j'ai dans ma source de données. Et également, il a créé, comme je vous le disais, des mois pour les mois de juillet et les mois d'août. Donc, il a complété mon axe temps. Okay, donc ça, c'est très important. Pourquoi c'est important? D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir ensuite, à la fois pour vos calculs, je vous disais, mais aussi pour faire des graphiques avancés avec Tableau. On va le voir. Mais ce concept de densification de données, vous pouvez l'appliquer à d'autres types de dimensions. Vous pouvez l'appliquer à des dimensions des dates, comme on l'a vu, mais vous pouvez également l'appliquer à des classes. Donc là, je représente en fait l'évolution de mon bénéfice et en fait, j'ai réalisé des classes de 300 € et je compte le nombre de clients qui sont dans chacune de mes classes. Donc entre 0 et 300 € de bénéfice, j'ai 663 clients qui réalisent entre 0 et 300 € de bénéfice. Okay, rien de spécial. Quel est le problème au niveau de cette visualisation? Vous voyez qu'ici, on pourrait croire que l'ensemble de mes classes sont complètes, d'accord, que j'ai des clients dans l'ensemble de mes classes. Donc ça pousse vos utilisateurs à aller regarder l'axe à ce niveau-là, la légende, et de voir qu'effectivement, il y a certaines classes, comme vous le voyez ici, entre 1800 et 3900 € où il n'y a aucun client. Mais ça, j'aimerais bien le visualiser également, cette information. Mais de la même manière, je vais pouvoir utiliser ce concept de densification de données sur des classes pour pouvoir justement créer l'ensemble de mes classes, même s'il n'y a pas de données. Et de la même manière, Tableau, on le voit à ce niveau-là, créer mes classes. Et je peux d'ailleurs modifier les alias à ce niveau-là et retravailler sur mes classes. Ça me permettra après de faire, je ne sais pas, des calculs ou des intervalles à ce niveau-là. Je peux renommer par exemple 2100 à 2400 €. OK? Donc voilà, ce concept de densification de données, on va aller un petit peu plus loin maintenant et on va l'adapter pour réaliser un type de graphique. Donc, quels sont ceux d'entre vous qui étaient à la keynote tout à l'heure? Ok, quasiment tout le monde. J'ai pas trop de chance aujourd'hui parce que j'ai préparé cette session et justement l'objectif c'est de faire quoi ensemble? Un Sankey. Et donc tout à l'heure vous avez vu qu'avec la nouvelle fonctionnalité que vous voyez qui n'est pas disponible pour l'instant, qui sera disponible en 2018.2, vous avez les extensions API. Donc les extensions API c'est bien, mais ça nécessite quoi? Du code. Okay, et avec Tableau, moi depuis que je travaille avec Tableau, ce que j'aime avec Tableau, c'est justement ne pas coder. D'accord? Et donc avec Tableau, on va voir comment on peut réaliser ce type de graphique, qui est un diagramme de flux qui permet par exemple dans ce cas-là, de voir, si je sélectionne une sous-catégorie de produits, de voir quelle est l'évolution entre 2016 et 2017. Donc je choisis 2 années par exemple, et je vois que la sous-catégorie chaise était classée en rang numéro 7, a réalisé un bénéfice de 5 000 €, et maintenant en 2017, et du coup, le bénéfice a baissé. D'accord? Maintenant, cette sous-catégorie est positionnée 12 dans mon classement. Et donc, ça permet d'avoir des graphiques un petit peu plus poussés en termes de rendu visuel. En revanche, ça nécessite des connaissances assez poussées. D'accord? Dont ce que je viens de vous montrer, à savoir le concept de densification de données. Alors, ce que je vous propose, c'est vraiment là, on est à old fashion, comme disent les jeunes. On va réaliser ce Sankey à partir de 0. Ok? Ça vous dit ou pas? Bon, allez, c'est parti. C'est la dernière session, il faut se motiver. Hein. Après, c'est Data Night Out. Ok, c'est parti. Donc, comment réaliser ce type de graphique avec Tableau? Il faut revenir à la base. À la base, c'est quoi? Les mathématiques. La base, c'est toujours une fonction mathématique qui est derrière. Donc là, c'est une fonction appelée la fonction sigmoïde. Donc c'est une sinusoïde dont la fonction est définie de la manière suivante. f de x est égal à 1 sur 1 plus exponentielle de moins x.
d'accord? Et on la généralise avec le paramètre lambda, 1 sur 1 plus exponentielle moins lambda x. Le paramètre lambda, à quoi sert-il? Il sert à ajuster la pente de ma droite, okay, de ma sinusoïde. Il sert à ce que celle-ci soit la plus épurée possible. Okay? Donc c'est parti. Comment on réalise ce type d'élément? Donc je vous disais, l'objectif, c'est de classer mes sous-catégories de produits. Donc je vais sélectionner ma source de données et je vais m'intéresser à mes sous-catégories de produits. Je vais les positionner sur la couleur. Okay, à ce niveau-là, rien de spécial, un point pour chaque sous-catégorie de produits. Très bien. Ensuite, je vais ajouter mes commandes pour sélectionner mes 2 années que je souhaite comparer. Donc j'ajoute ma date de commande à ce niveau-là. Donc j'ai mes 4 années, je vais en sélectionner 2, okay, pour comparer l'année 2016 et 2017, donc j'exclus les autres. Et là, j'ajuste ma voilà. Rien de spécial, vous avez vos sous-catégories pour chaque année. Maintenant, je vais ajouter une première fonction dans le tableau qui va me permettre de calculer mon rang. Okay, donc là, c'est pour des besoins aussi pour la session que j'ai précalculé ces éléments. Mais rien de spécial, là, il y a un calcul de rang qui est effectué. Donc j'ai utilisé une fonction pour calculer un rang unique en fonction de ma valeur de bénéfice. Okay, donc je vais appliquer ce rang, je vais classer en fait mes sous-catégories de produits en fonction du bénéfice réalisé. Donc je prends mon rang à ce niveau-là et je l'intègre dans ma visualisation. Directement, j'ai cette visualisation qui apparaît. Et donc si je resélectionne mes chaises, de la même manière, je peux également ajouter la valeur de mon bénéfice dans ma visualisation. Donc vous voyez, mes chaises étaient classées en rang 7, c'est ce que l'on retrouve dans le précédent graphique. Donc là c'est pas mal, on commence à avancer. Okay, maintenant, la plus grosse difficulté c'est à ce niveau-là, c'est-à-dire que l'on va générer de la donnée avec Tableau. Parce que si je regarde, si je change de type de repère, j'ai ici 2 points. Un point pour l'année 2016, un point pour l'année 2017. Mais comment faire pour tracer cette sinusoïde? D'accord? Et c'est là que l'on va utiliser le concept de densification de données. Et je vais l'utiliser sur des classes. Malheureusement, si vous cliquez à ce niveau-là que vous faites créer, vous n'avez pas la possibilité de créer des classes. Pourquoi? Parce que le champ, la dimension que j'ai ici est une date. Le type de données est une date. Okay, pour créer des classes et pour utiliser ce concept de densification de données, il faut, dans un premier temps, isoler mes années. Donc j'utilise une fonction IR, d'accord, qui va juste me permettre d'isoler mes années. Rien de spécial. Mais à ce niveau-là, vu que j'ai une donnée qui est de type entier, je vais pouvoir à ce niveau-là créer des classes. Donc je vais créer des classes, j'ai fait ici, qui sont, quand je crée une classe avec Tableau, je dois définir la taille de mes classes. Donc je vais définir une taille de 100 points, 1, 0, 0, entre mes différentes années, qui vont me permettre de tracer ma sinusoïde. Donc il y aura 100 points. Okay, c'est pour ça que j'ai mis 0,01 à ce niveau-là. Donc je vais intégrer cet élément au niveau de mon année, donc je remplace l'année existante. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben rien, c'est normal. Pourquoi? Parce que je n'ai pas justement coché à ce niveau-là, affiché les valeurs manquantes. Si je le fais, vous voyez que Tableau, si je reviens en arrière, il n'y a rien que de spécial à ce niveau-là. J'ai toutes mes données. Et maintenant, dès que je coche à ce niveau-là, vous voyez que Tableau a généré des lignes de données. Vous voyez à ce niveau-là? Ce sont toutes les classes que j'ai créées précédemment. Et donc maintenant, je vais pouvoir utiliser ma fonction sigmoïde qui va me permettre de relier mes différents points. Donc la formule, elle est à ce niveau-là. Je vais revenir un petit peu au niveau à ce niveau-là pour vous montrer comment j'ai adapté cette formule. On retrouve l'expression mathématique, à savoir 1 sur 1 plus exponentielle, d'accord? Et là, j'ai utilisé deux fonctions, index et size. Index, ça me permet de savoir la valeur, la position de mon point courant. Et size, c'est le nombre d'éléments que j'ai au niveau de ma visualisation. Et donc là, j'ai utilisé le paramètre lambda, 16 parce que j'ai 16 sous-catégories de produits, et 8 parce que je veux centrer mes éléments. Donc j'ai divisé par la moitié. OK? Donc si je reviens à ce niveau-là, que j'utilise, je vais changer le repère, je vais mettre une ligne. Vous voyez, quand je change rien de spécial, Tableau n'arrive pas à relier les points. Mais maintenant, si j'utilise ma fonction, là j'ai ma sinusoïde qui est complète. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle n'est pas appliquée à l'ensemble de mes sous-catégories de produits. J'ai de manière globale, quelles que soient toutes mes sous-catégories, tracé, relié mes différents points. Vous voyez, je les ai ici. Donc la dernière étape du Sankey, ça va être à ce niveau-là. C'est là, c'est un petit peu plus complexe.
d'utiliser deux fonctions. Une fonction lookup qui me permet, en fonction du rang que j'ai calculé, de me renvoyer la première valeur de mon rang et ensuite de calculer une différence entre la valeur du dernier et du premier rang, ce qu'on appelle un offset. Et comme ceci, je vais avoir les valeurs de mes différents points qui vont pouvoir s'afficher et je vais les appliquer à ma fonction sigmoïde. Okay. Donc là, directement, si je prends ma visualisation, ma sigmoïde, que je l'ajoute au niveau de ma visualisation, directement, j'ai relié mes différents éléments. J'ai ma fonction sigmoïde qui a été réalisée. Okay. On va aller un petit peu plus loin à ce niveau-là parce qu'on voit par exemple qu'ici, le classement de mon rang est inversé, c'est-à-dire qu'on va du plus élevé au moins élevé. Moi, je souhaiterais inverser cet axe, okay, pour avoir les sous-catégories qui performent le plus en haut et celles qui performent le moins en bas. Je vais dupliquer également cet élément pour avoir à la fois à ma gauche le rang pour l'année 2016 et à ma droite le rang de l'année 2017. Comme ceci, je vais faire donc un axe double et je vais synchroniser les deux axes. Comme ça ici, si on reprend la sous-catégorie chaise, vous voyez qu'ici, j'ai ma sous-catégorie chaise avec un bénéfice de près de 3 000 €, ici un bénéfice de plus de 5 000 €. Okay. Donc ça, c'était la première partie que je souhaitais vous montrer. Donc là, on a utilisé un certain nombre de concepts avancés dans Tableau pour réaliser ce type de graphique. Okay. À la fois la densification de données, des calculs de table. Donc là, c'est quelque chose d'assez... C'est vrai que quand les extensions API vont arriver, ça pourra aider. En revanche, il faut toujours comprendre comment ça a été fait derrière. Et ça, c'est important aussi. Les extensions API, vous avez vu tout à l'heure, il y avait un type de graphique qui me permettait également d'avoir la densité. Ça permettait de savoir, par exemple, avec la taille de là-bas, on pourrait l'ajouter à ce niveau-là. On pourrait rajouter un calcul qui me détermine le nombre d'éléments qui passent d'une année vers l'autre. Mais là, vous contrôlez en fait ce que vous faites et c'est ça qui est important. Si je voulais faire celui-ci, le graphique, et pas celui qui a été présenté lors de la keynote, il va falloir que je développe avec les extensions API. Avec Tableau, effectivement, il y a des concepts à connaître, mais là, vous voyez que vous pouvez réaliser des graphiques de type avancé facilement. Et d'ailleurs, là maintenant, on va s'intéresser à la légende de ce type de graphique. Vous voyez qu'au niveau de la légende, je peux sélectionner certains éléments. Mais le problème, lorsque j'essaye par exemple de formater mes légendes, c'est que là, vous avez des options au niveau de la police de caractère, de la trame de fond, je peux changer la couleur, mais je ne peux pas changer la forme qui apparaît ici. Par défaut, Tableau affiche des carrés, okay, à ce niveau-là. Moi, mon intérêt, ça va être d'afficher d'autres types de légendes. Et notamment, je vais afficher un type de légende, par exemple des cercles ou des lignes. Donc, je vais travailler sur la légende. Okay. Donc, si je reprends ma source de données, de la même manière, je vais utiliser donc mes sous-catégories de produits que je vais positionner ici et je vais les positionner par exemple au niveau de mes lignes. D'accord. Et là, je vais travailler ma légende. Je vais masquer les en-têtes et je vais changer le type de repère. Vous voyez que je pourrais mettre des formes si je souhaite, des textes, etc. Moi, je choisis de mettre des cercles. Très facilement, j'ai la première partie de ma légende. Je vais la formater ici. Je vais mettre par exemple une couleur de fond. Okay. Et je vais changer, je vais annuler, par exemple, je sais qu'à chaque fois, en fait, Tableau, c'est un élément aussi important qu'on a remonté à nos développeurs. Par défaut, Tableau met un séparateur de lignes. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est un peu gênant. Donc, par défaut, on pense que dans les prochaines versions de Tableau, le séparateur de lignes sera désactivé. Okay. Donc là, j'ai mis en forme ma première partie de légende. Mais je pourrais avoir d'autres types de légendes. Si je duplique à ce niveau-là, je pourrais, par exemple, choisir des légendes de type ligne et ajouter, par exemple, de la même manière, mes différentes années, ici. Donc je vais avoir une ligne pour chaque sous-catégorie de produit. Je vais désactiver un fichier en tête. Okay. Donc là, j'ai mes deux parties de légende. Maintenant, je vais travailler sur les libellés. D'accord. Sur les libellés de mes sous-catégories de produits. Donc je vais reprendre cette feuille, je vais la dupliquer. Et donc là, je vais choisir un autre type de repère, qui est le type de repère texte. D'accord. Et je vais venir faire glisser mes sous-catégories de produits sur mes textes. Je vais éteindre un petit peu ma visualisation, voilà, et à ce niveau-là, j'ai formaté et je vais enlever à ce niveau-là les séparateurs, la taille de la bande. Okay. Donc là, voilà, j'ai ma légende qui est constituée, je peux revenir au niveau de mon tableau de bord et sélectionner mes différentes feuilles pour reconstituer ma légende. On pourrait faire d'autres types de légendes, hein, c'est à vous de choisir. Et là, je vais supprimer la légende par défaut, je vais masquer le titre à ce niveau-là, étirer un petit peu la largeur. De la même manière ici. Ok, tac. Et voilà, j'ai ma première partie de légende. Mais qu'est-ce que l'on constate à ce niveau-là? On constate qu'ici, vous voyez, les libellés ne sont pas forcément bien alignés. En fait. Je vois que mes points, mes cercles, sont bien alignés avec mes lignes. Par contre, les libellés, non. Pourquoi selon vous?
Si j'essaye à ce niveau-là de le faire, vous voyez que moi j'ai du mal ici, en plus je suis en mode présentation avec la souris, je galère. Et donc vous voyez qu'il va falloir que manuellement, j'essaye de réduire la taille pour pouvoir les aligner, ces libellés. Donc là, c'est pas terrible, parce qu'à chaque fois que j'aurai une nouvelle sous-catégorie de produit, je devrais resizer ma feuille. Donc ça, c'est pas ce qu'on vous recommande. Mais en fait, le problème vient à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en fait, avec Tableau, lorsque vous changez de type de repère, il y a des algorithmes qui sont appliqués. Et donc, il y a un algorithme qui est appliqué au niveau des cercles qui est différent de l'algorithme qui est appliqué au niveau des formes de type texte, par exemple. Vous voyez ? Chaque fois que je change mes repères, j'ai un algorithme différent. Donc, pour pouvoir aligner de manière parfaite mes libellés et mes formes, je suis obligé à ce niveau-là de rester sur le même type de repère. Et à ce niveau-là, je vais travailler sur les libellés qui sont affichés. Donc, je vais les aligner. Je vais aligner mes libellés à gauche. Et là, il y a une petite option aussi que je vous recommande d'utiliser. C'est l'option « Faire correspondre la couleur du repère ». Et ça vous permet, à ce niveau-là, si je la coche, de faire correspondre les libellés avec la couleur du repère que j'ai choisi. Et de même, maintenant, pour terminer, je vais masquer les cercles que j'ai. À ce niveau-là, je vais les rendre transparents et je vais mettre aucune bordure. Et là, si je reviens au niveau de ma visualisation, ben là, ceux-ci sont parfaitement alignés avec le reste de ma visualisation. Le dernier élément, je vous en ai parlé en introduction de cette session, ça va être d'ajouter de l'interactivité au sein de vos visualisations. Parce que dans une légende par défaut avec Tableau, lorsque l'on passe le curseur par exemple sur une forme, vous voyez que la visualisation ben là n'est pas filtrée, n'est pas surlignée. Moi ce que j'aimerais bien c'est ajouter une action au niveau de mon tableau de bord qui va me permettre, lorsque je surligne un élément, de surligner en fait l'ensemble, surligner mes sous-catégories, à la fois au niveau de ma légende et au niveau de ma visualisation. Donc là, je surligne à la sélection, donc au survol, je vais mettre. Voilà. Lorsque je passe le curseur, vous voyez qu'à ce niveau-là, du coup, ma légende est un petit peu plus poussée, un petit peu plus évoluée. Et donc voilà, vous pouvez vous amuser vraiment à customiser vos types de graphiques à ce niveau-là. N'hésitez pas à aller plus loin. OK ? On va continuer un petit peu en termes de visualisation et je vais vous montrer un tableau de bord assez typique qui vous permet d'analyser la performance et de faire un focus sur vos indicateurs de performance avec Tableau. Okay, donc là, à ce niveau-là, j'ai un tableau de bord qui affiche les différentes sous-catégories de produits par région. Et vous voyez qu'ici, j'ai des KPI. Okay, un KPI sur la marge, un KPI sur la remise, etc. Mais qu'est-ce que je vois à ce niveau-là? Ici, j'ai deux KPI qui s'affichent mal. Et j'ai des dièses qui s'affichent. Pourquoi? Parce que Tableau n'a pas assez de place pour afficher le libellé du KPI. Donc vous voyez, je suis obligé de redimensionner à ce niveau-là mes différentes feuilles, parce que j'ai une feuille pour chaque KPI, c'est ce que vous voyez ici, d'accord? Ça correspond à une seule feuille, à chaque feuille représente un KPI. Et donc manuellement, je suis obligé à chaque fois, lorsque j'aurai un nouveau KPI, de redimensionner ce type d'élément. Donc ça, c'est pas terrible. Vous allez perdre du temps. Donc une option qui a été ajoutée assez récemment, vous pouvez sélectionner, parce que là j'ai placé l'ensemble de mes feuilles au sein, à ce niveau-là, je les ai placées dans un container. Donc là, je n'ai pas fait trop le tri au niveau des containers, j'en ai un certain nombre. Là aussi, c'est vrai que bon, on pourrait faire les choses un petit peu mieux. Mais mes KPI, ils sont ici, ils sont dans un KPI, dans un container. Et donc si je sélectionne mon container à ce niveau-là, j'ai une option qui me permet de distribuer de manière égale. Vous avez vu? Ça a redistribué. Donc ça affecte une taille équivalente à chaque KPI. Donc vous voyez que là, lorsque je redimensionne ma visualisation, ben, ceci s'affiche correctement. D'accord? Mais quel est le problème à ce niveau-là? Donc on a résolu un problème en termes de visualisation. La visualisation, c'est OK. Mais en termes de performance, qu'est-ce qui se passe derrière? Ici, vous avez une feuille pour chaque KPI. Donc, à chaque fois, vous voyez que j'ai un filtre à ce niveau-là sur l'année. Donc quand je change d'année, je vais transmettre une requête à Tableau pour chaque KPI. J'ai envoyé une requête pour calculer mon montant des ventes, pour calculer mes bénéfices, ma marge, ma quantité, ma remise. Donc ça, ce n'est pas très performant. Ce qu'on vous recommande, c'est justement d'envoyer une requête globale qui va calculer l'ensemble des KPI en une seule fois. Et pour ce faire, j'ai une nouvelle feuille ici. Mais très facilement, ce que l'on vous recommande, c'est d'utiliser nom de mesure. Vous double-cliquez dessus et ensuite, vous pouvez choisir les KPI que vous souhaitez afficher. Donc là, par exemple, je vais choisir mon bénéfice, ma marge. Je vais retirer celui-ci. Mon montant des ventes, le nombre d'enregistrements, j'en ai pas besoin. Je vais ajuster à ce niveau-là. Je vais centrer aussi. Et puis, je peux faire du travail au niveau de mes KPI, les faire ressortir, les mettre en gras, ajuster la taille.
Okay, très facilement, j'ai mis en forme mes KPI et je vais pouvoir ajouter maintenant cette feuille, une seule feuille à ce niveau-là. Okay, donc après, je peux retirer les différents KPI que j'avais précédemment. Je sélectionne l'ensemble, je supprime mes feuilles. Ok, je supprime mes feuilles de calcul. Et donc, je les ai ici. Je vais ajuster un petit peu la taille pour le mettre en forme. Je retire les titres et je formate. Je fais les derniers petits ajustements à ce niveau-là. OK. Et au niveau de mon séparateur de ligne, je mets OK. Voilà. Je vais mettre la couleur aussi en blanc pour que ça ressorte. Et la dernière étape, c'est d'ajouter de l'interactivité. C'est-à-dire que là, cette feuille, si je change d'année, ben vous voyez que les KPI ne réagissent pas. Il faut que j'applique mon filtre à ce niveau-là, à la feuille KPI également. Et très facilement, Tableau, à ce niveau-là, va envoyer une seule requête pour calculer l'ensemble de mes indicateurs. Donc ça va être beaucoup plus performant en termes d'affichage et de temps de réponse. D'accord? On va voir un autre exemple. Celui-ci est assez classique, j'ai envie de dire, où il y a deux types de graphiques, deux types de visualisation. Une visualisation du montant des ventes en fonction des différentes régions et une visualisation de votre montant des ventes en fonction des différents pays. Quel est le problème à ce niveau-là? Le problème, c'est que directement, si vous présentez ce type d'analyse à vos utilisateurs, ils peuvent penser, s'ils lisent directement, s'ils regardent directement la taille de la barre, que la région centre performe autant que le pays France. D'accord? Alors que pas du tout. Vous voyez que lorsque je mets le curseur sur ce type de visualisation, je vois que la France, en fait, performe près de 2 fois moins que la région centre. D'accord? Mais le problème, c'est que vos utilisateurs doivent comparer à la fois, ils doivent regarder à ce niveau-là l'échelle, qui est différente, vous voyez, pour se rendre compte du problème. Donc, il y a un moyen très facile avec Tableau pour corriger cet élément et pour ne pas, justement, tromper vos utilisateurs. Donc, si je reviens au niveau de ma visualisation, je vais utiliser à ce niveau-là, je vous en parlais en introduction, une LOD, donc un calcul qui va me permettre de changer le niveau de granularité de ma visualisation. Ma visualisation à ce niveau-là, mon montant des ventes est calculé en fonction de la zone géographique et des pays. Okay? Moi, ce que je souhaite, dans la première visualisation, j'avais mes données qui étaient calculées en fonction des régions. Donc, je vais adapter mon échelle pour que celle-ci, ça justement corresponde à l'échelle que j'avais au niveau de mes régions, mes zones géographiques. Okay? Donc là, c'est la raison pour laquelle je vais exclure de mon calcul de mon montant des ventes le niveau de détail pays. Et en faisant ça, je vais calculer mon montant des ventes au niveau des zones géographiques. Donc là, je vais prendre cet élément, je vais l'ajouter au niveau de ma visualisation. Et là, l'astuce à ce niveau-là, ça va être d'aller au niveau d'analyse et d'ajouter ce qu'on appelle une ligne de référence. Je vais l'ajouter de manière globale sur ma visualisation. Je vais venir sélectionner mon calcul et je vais calculer non pas la moyenne, mais la valeur maximale, okay, de mon montant des ventes pour chaque zone géographique. Je vais enlever l'étiquette à ce niveau-là. Je vais afficher la ligne. Pour que vous y voyez bien, je vais l'afficher en blanc. Okay. Je vais décocher. Et si je reviens sur mon tableau de bord, vous voyez que mon échelle a été ajustée. J'ai les mêmes. Et à ce niveau-là, Tableau ne va pas prendre l'ensemble de la taille de votre visualisation. Il va positionner la valeur de vos ventes là où il faut, en fonction de l'échelle. Okay. Et donc la dernière étape, c'est à ce niveau-là, de cacher, de masquer en fait la barre que vous avez. Et directement, vu que le calcul, c'est un calcul de type Level of Detail, LOD, il est directement applicable au filtre que vous avez. Donc directement, si je change d'année, vous voyez que le calcul s'applique et très facilement, en fait, les deux visualisations correspondent. On va passer à un autre type de calcul et là, justement, on va voir quelque chose, on va se focaliser en fait sur les tris au sein de vos données. À ce niveau-là, ça sera le dernier exemple, très facilement, vos utilisateurs peuvent utiliser, je pense que voilà, ceux qui connaissent un petit peu Tableau et qui le manipulent, vous avez déjà utilisé ce qu'on appelle des paramètres, d'accord, pour faire varier vos analyses. Donc là, j'affiche le top 10, le top 11, le top 12 en fonction de mon bénéfice. Donc j'affiche le top 12 de mes villes, d'accord, ici, en fonction d'un seul élément, d'un seul indicateur qui est le bénéfice. Ce qui pourrait être intéressant, c'est directement au sein de cette même visualisation d'afficher à la fois le top 10 ou
le bottom 10, c'est-à-dire les villes qui performent le plus, celles qui performent le moins, en fonction de chaque indicateur. Parce que là, si je trie à ce niveau-là par bénéfice, vous allez voir que là, je vais juste trier la donnée. D'accord ? Vous voyez, je trie par ordre croissant ou ordre décroissant le résultat du top. Donc j'ai toujours les 10 villes qui performent le plus en termes de bénéfices. Et là, de la même manière, je trie juste mon résultat en termes de remise. Mais je n'ai pas les 10 villes qui performent le plus en termes de remise, ni celles qui vendent le plus en termes de quantité. D'accord ? Donc là, on va voir une petite astuce qui va justement changer cette visualisation très facilement et qui va vous permettre d'adapter le tri et d'adapter le top que vous faites à vos 3 indicateurs. Donc là, si je me rends au niveau de ma visualisation, vous voyez que ce qui a été réalisé à ce niveau-là, c'est un filtre où je choisis en fait d'afficher les top N villes en fonction d'un seul indicateur qui est le bénéfice. D'accord ? C'est ce que vous pouvez réaliser facilement. Vous faites un filtre vous choisissez les N premiers en fonction d'un indicateur. Donc la petite astuce à ce niveau-là, c'est de se placer ici. Bon, vous pourrez créer un nouveau calcul et d'utiliser une fonction qui est un index. D'accord ? Donc je vais utiliser ici cette fonction qui va me permettre en fait d'avoir un numéro de ligne pour chaque ligne de données. Vous voyez à ce niveau-là, j'ai numéroté chaque ligne de données. Et la dernière astuce, ça va être de utiliser une petite fonction. Ici, je vais dire que mon index est inférieur ou égal à la valeur de mon paramètre. Mon paramètre, c'est le top N. D'accord ? Et chaque fois, je vais donc ramener les lignes en fonction de ce que je sélectionne. Vous allez voir ici, je vais appliquer maintenant ce calcul au niveau de mes filtres. Et maintenant, si je reviens au niveau de mon tableau de bord, vous voyez ici, j'ai le top 10 ou le top 12. Je vais remettre un top 10, ça sera plus simple à comprendre. Tac. Top 10 de mes villes en fonction du bénéfice. Si je clique à ce niveau-là, vous voyez que j'ai le bottom 10, c'est-à-dire les villes qui performent le moins en termes de bénéfices. Si je clique à ce niveau-là, j'ai les villes où j'ai appliqué la plus forte remise, là où j'ai appliqué la moins forte remise, d'accord ? Et de la même manière, j'ai les villes où j'ai vendu le plus en termes de quantité. D'accord ? Donc très facilement, j'ai adapté ma visualisation, j'ai ajouté un calcul qui me permet de jouer sur mon top N. OK ? Alors maintenant, pour aller un petit peu plus loin, et pour terminer cette session, je souhaitais aujourd'hui travailler sur des données de Star Wars. C'est une session Jedi après tout. Donc du coup, j'ai un jeu de données issu de Star Wars et on va jouer un petit peu, on va s'amuser à analyser ce type de données. Donc dans mon jeu de données, j'ai à la fois donc, des données sur les personnages de Star Wars, ok, sur les films, sur le côté, est-ce qu'ils sont des personnages du côté obscur, du côté lumineux, et j'ai les temps d'apparition de ces personnages à l'écran, tout film confondu. Ok. Donc là, j'affiche, également je vais afficher le côté, obscur ou lumineux, mes personnages, j'affiche le temps total d'apparition de mes personnages, tout Star Wars confondu à l'écran. Donc quels sont selon vous les personnages qui apparaissent le plus, tout Star Wars confondu, tout film confondu? Avez-vous une idée du top 3 des personnages qui apparaissent le plus? Donc il y a quelqu'un qui connaît la réponse, qui a déjà vu. Mais est-ce que vous savez quels sont les personnages que l'on voit le plus dans Star Wars? Une idée? R2D2, pas mal, oui, effectivement. Ouais. C'est pas mal. Et après, dans le top 3, vous voyez, là, vous avez un indice quand même. C3PE, ok. Et Obi-Wan. Ok, on regarde. R2D2, C3PO, Anakin Skywalker. Ok, c'est intéressant comme résultat, effectivement. D'ailleurs, si à ce niveau-là, on affiche leur temps d'apparition, je vais le mettre en secondes pour que vous voyez mieux, qu'on y comprenne un petit peu mieux. Je vais d'ailleurs formater à ce niveau-là un petit peu l'affichage, ok, et mettre ça en secondes. Ok, je supprime le nombre de décimales. Très bien. On constate effectivement, et moi ça m'a étonné parce que quand je préparais cette session, je me suis dit, je pensais que c'était plutôt des humains qui apparaissaient le plus dans Star Wars. Mais non, en fait ce sont les robots. R2D2, C3PO, et Anakin Skywalker, il est en 3e position. Ok. Je vais aller un petit peu plus loin, je vais dupliquer cette analyse, et maintenant je vais essayer de me focaliser sur justement les scènes au cours desquelles mes personnages apparaissent. Donc je vais utiliser, pareil, mon indicateur, sauf que là je vais l'utiliser en mode
de données qui ne sont pas agrégées, c'est-à-dire niveau fin, niveau granulaire le plus fin, le plus détaillé. Et donc là, j'affiche, je peux d'ailleurs filtrer les données à ce niveau-là, filtrer par film. Je peux choisir justement un Star Wars, je formate ici mes libellés, pour que vous y voyez quelque chose. Je vais mettre de la couleur. Et je vais sélectionner par exemple un film Star Wars. Je vais sélectionner l'épisode 1, l'épisode 2. Et est-ce que c'est ce que l'on retrouve? Ben effectivement, vous voyez qu'ici, R2D2, il n'apparaissait pas au début du film, mais il apparaît voilà, quasiment pendant tout le film. Alors qu'il y a d'autres personnages ici. Je vais enlever les libellés. C3PO, il apparaît pas mal aussi, il est dans le top 10. Et ce, quels que soient les films que l'on voit. Ici, si je switch, R2D2, voilà, vous le voyez en top position, Obi-Wan Kenobi aussi. Ben, il y a d'autres, Boba Fett par exemple, là il est juste au début et vers la fin du film. Okay, et alors par contre, si on regarde après l'épisode 3, on va pouvoir trouver quelque part aussi Dark Vador à ce niveau-là, voilà, sur l'épisode 4. Dark Vador, lui, il apparaît un petit peu au début et vraiment à la fin du film, à l'épisode 4. Okay, c'est le moment le plus important, le moment clé. Ok, donc ça c'était intéressant. Allons un petit peu plus loin parce que je vois que j'ai un élément qui est intéressant dans mes données, qui sont les caractères principaux. Donc j'ai dupliqué cette analyse, je vais repartir du départ, et je vais utiliser une petite astuce à ce niveau-là, je me positionne sur les formes, je vais sélectionner mes personnages principaux que je vais mettre sur mes formes. Et directement, Tableau, vu que j'ai déjà saisi mes formes à ce niveau-là, ma palette, directement, Tableau a remplacé en fait mes personnages principaux par une forme. Je peux trier à ce niveau-là, orienter ma visualisation, augmenter un petit peu la taille. Je n'ai pas de forme pour les autres personnages, hein, donc je vais les exclure de mon analyse. Et je vais de la même manière ajouter à ce niveau-là le temps total d'apparition à l'écran. Je vais diviser par 60 et mettre en forme un petit peu ce type d'élément. Je le formate ici, tac, je change, nombre, vous suivez? Je mets en seconde. À ce niveau-là, l'étiquette, maintenant je vais la changer, je vais l'aligner et je vais mettre en bas. OK. Et maintenant, suspense, je vais trier. Et quand je trie, qu'est-ce que je vois? Par rapport à ici, ben je retrouve bien R2D2 effectivement à ce niveau-là. Mais R2D2, c'est pas lui en fait qui apparaît le plus. C'est qui apparaît le plus? Ben c'est Dark Vador. Et pourquoi? Et c'est là où je veux en venir en fait avec Tableau. C'est ça qui est le plus important en fait. Si vous n'aviez qu'une chose à retenir de cette session, c'est celle-ci. Vous avez vu qu'ici, on a créé en fait un groupe. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, si on regarde le groupe, ben Dark Vador, c'est à la fois Anakin Skywalker et Dark Vador. On ne peut pas les dissocier. D'accord? Et de la même manière, Obi-Wan Kenobi, en fait, il y avait un problème de qualité de données au niveau de mon jeu de données. Et il était orthographié de 4 manières différentes. Vous voyez ici avec des parenthèses, avec des tirets. Et donc si on regroupe tous ces éléments, ben en fait, Obi-Wan Kenobi, il est en 3e position. Ok? Et il n'était pas à ce niveau-là. Donc c'est vraiment l'élément le plus important. Au niveau de Tableau, vous pouvez faire des super visualisations, les optimiser, etc. Mais focalisez-vous sur vos données. Essayez de comprendre vos données. Essayez de vraiment aller plus loin, faire des analyses qui vont vous permettre de comprendre vos données avant de les proposer à vos utilisateurs. C'est toujours mieux. Alors, dernière étape, je vais réaliser un tableau de bord. Parce que là, on a trouvé quand même des éléments assez intéressants et que j'aimerais partager avec pas mal de personnes. Donc, du coup, je vais ajouter ma première visualisation au niveau de mon tableau de bord, la deuxième. Je vais également afficher ma 3e visualisation ici, supprimer mes filtres. Je vais garder uniquement le filtre sur les films. OK. Et je vais ajouter une petite image ici. Une petite image tableau hein, que j'ajuste et que je centre. OK. Et à ce niveau-là, une petite option intéressante aussi, vous pouvez formater l'ensemble de votre tableau de bord. Si vous allez dans Format, Tableau de bord, ici vous pouvez mettre une couleur pour l'ensemble des feuilles de votre tableau de bord. Sauf que là, effectivement, par défaut, Tableau avait quand même une couleur sur la feuille. Donc après, avec la transparence qui arrive aussi, ce type d'élément, ça ne sera plus à faire. Mais là, pour l'instant, il faut supprimer ici la couleur. De la même manière, j'avais toujours cette petite option au niveau du séparateur de lignes. Et je vais mettre mes libellés en blanc. OK? Voilà. Je vais masquer les titres pour l'ensemble de mes feuilles. Tac, tac. Ici, je masque. Je vais également retirer les petites en-têtes à ce niveau-là. Caractère, j'en ai pas forcément besoin. Je vais masquer les étiquettes. Très bien. Et je vais repositionner mon filtre juste en dessous. OK, pour que ça soit un petit peu plus joli. Maintenant que j'ai réalisé ce premier tableau de bord,
je vais essayer justement d'ajouter un petit peu d'interactivité. Okay, mon tableau de bord, il est assez sympathique à ce niveau-là. Mais comment faire pour ajouter un petit peu d'interactivité au niveau du tableau de bord? Donc ce que je vais faire à ce niveau-là, je vais masquer encore ici, je vais faire en sorte que lorsque je sélectionne un film, l'ensemble de mes feuilles soit filtré. Parce que vous voyez ici, on a un problème. C'est-à-dire qu'il y a uniquement la feuille qui est en bas à droite qui est filtrée. Si je regarde, si je sélectionne l'épisode 2, du coup, vous voyez qu'il n'y a que celle-ci qui varie. J'ai une petite option à ce niveau-là. Si je masque aussi le titre, je vais pouvoir appliquer mon filtre à ce niveau-là à l'ensemble des feuilles qui utilisent ma source de données. Directement, tac, vous voyez que l'ensemble des feuilles a été mis à jour et filtré. Et de même, j'agrandis un petit peu à ce niveau-là, je vais pouvoir utiliser cette feuille pour filtrer les autres. Donc si je sélectionne un personnage ici, je vais ajuster d'ailleurs en vue entière. Si je sélectionne Darvador, voilà, à ce niveau-là, ça filtre les autres. Ce n'est pas forcément pertinent ici. Par contre, si je choisis l'épisode 3 ou l'épisode 4, l'épisode 3 je crois, Darvador, il a commencé en tant qu'Anakin Skywalker et il a fini en tant que Darvador. Okay, et pour terminer, on va réaliser une visualisation dédiée aux appareils mobiles. Car le mobile, c'est important, vous l'avez vu au niveau de la keynote. Et ce que je vais faire un aperçu au niveau de l'appareil, ce qui va me permettre de garder la même visualisation, mais d'avoir juste un aperçu pour mes terminaux mobiles. Donc là, je vais vous montrer une dernière astuce aussi. Vous voyez qu'ici, c'est nommé tableau de bord 16. J'ai malheureusement vu assez peu de nos clients utiliser cette petite option qui permet directement d'afficher en miniature en fait vos différentes feuilles. Et à ce niveau-là, très facilement, vous pouvez faire du drag and drop et réorganiser vos éléments. Et renommer également votre tableau de bord. Au lieu de rester en mode onglet, tabulation, très facilement avec cette petite option, vous pouvez changer l'affichage et très facilement réorganiser votre tableau de bord. Ici, je vais aussi masquer les en-têtes pour que ça soit un petit peu plus joli. Et maintenant, je vais ajouter donc une visualisation dédiée à mon téléphone portable. Donc à ce niveau-là, je choisis le type. Donc là, je vais mettre téléphone. Vous voyez que la visualisation est ajustée, c'est pas très très joli à ce niveau-là. Il faut savoir que lorsque j'ajoute cette visualisation, je vais pouvoir, et ce qu'il y a de très intéressant avec Tableau, c'est choisir quelles sont les visualisations que j'affiche. Vous voyez, là j'en ai deux, j'ai pas assez d'espace sur un téléphone portable, je pourrais les réorganiser, mais moi je vais choisir uniquement de conserver celle-ci. Très facilement aussi, vous pouvez réorganiser à ce niveau-là. Et il y a une option, en fait, qui est très importante, et qui malheureusement pour l'instant n'est pas cochée par défaut. Vous voyez qu'il y a écrit par défaut. Sauf qu'ici, c'est cette option en fait qui devrait être par défaut. Et dans les futures versions de Tableau, c'est quelque chose qui a été remonté par nos clients. Dans les futures versions de Tableau, vous allez avoir cette option, ajuster la valeur qui va être cochée par défaut. Quel est l'intérêt? Peu importe le type de téléphone que vous allez avoir, vous voyez qu'ici, ma visualisation s'ajuste automatiquement. Et ça, c'est important quand vous créez des tableaux de bord justement pour mobile. Parce qu'effectivement, vous ne savez pas quelle est la flotte que vos utilisateurs ont de téléphone. Ça peut être des iPhones, ça peut être des Samsung, etc. Mais grâce à cette option, du coup, votre tableau de bord va être ajusté. Donc là, je vais agrandir un petit peu pour terminer. Et vous voyez que tout l'intérêt, ça va être de conserver une visualisation principale où j'ai mes deux visualisations, mon détail ici, et une visualisation adaptée pour mon téléphone, pour mon mobile. Et maintenant, je vais publier ma visualisation sur Tableau Serveur. Donc là, je suis connecté à Tableau Online, qui est notre offre cloud. Et je vais publier cette visualisation pour la rendre disponible sur mon serveur et pour que je puisse la voir sur mon téléphone mobile. Donc je vais sélectionner, pour des questions de temps, uniquement le tableau de bord que l'on vient de créer ensemble. Et je vais publier cet élément. Donc là, on va publier à la fois la source de données que j'ai et les deux visuels. À la fois le visuel qui est adapté pour mon téléphone mobile et à la fois le visuel que j'ai pour mon navigateur, que je vais pouvoir utiliser lorsque je suis en mode web. Et ça, c'est important. Donc ça met un petit peu de temps, je suis connecté en Wi-Fi, vous en faites pas, ça va arriver. Directement, là, j'ai publié sur Tableau Online. J'ai publié donc dans un projet sur Tableau Online. Si je reviens, ce projet, il est hébergé par Maître Yoda, à boucler. À ce niveau-là, j'ai la visualisation qui est apparue. Je peux la consulter à la fois via mon navigateur web. Donc ça va être la version qu'on a créée précédemment. Mais j'aimerais bien aussi la visualiser avec mon téléphone mobile. Donc du coup, là, je suis sur mon téléphone mobile. Je suis dans l'application
tableau mobile, je vais dans récent et vous voyez qu'est apparu ici quelque chose que j'ai publié à 35 secondes. C'est le tableau de bord qu'on a réalisé ensemble et je vais vous l'afficher. Donc du coup là, c'est pareil, c'est la première visualisation. Le Wi-Fi est assez rapide aujourd'hui, c'est pas mal. Et donc du coup directement, la visualisation est interactive. Je peux changer, comme vous l'avez vu, choisir un type de film. Tous mes visuels en fait seront filtrés par ce que j'ai choisi et je peux faire un focus si je le souhaite sur, voilà, l'un de mes caractères, l'un de mes personnages. Donc voilà, mais pour terminer, j'aimerais faire un petit sondage et justement vous poser la question suivante. Quel côté de la force allez-vous choisir? Est-ce que c'est plus le côté lumineux, c'est-à-dire le côté interactivité, où vous allez jouer sur le visuel, ou le côté plutôt obscur de la force, où vous allez plutôt optimiser les performances de vos tableaux de bord? Quels sont ceux qui choisissent le côté lumineux de la force? 1, 2, 3. Ouais, on est proche de la moitié. Et le côté obscur? Ouais, le côté obscur, c'est important. C'est vrai qu'effectivement, le côté obscur, sans performance, ouais, vous connaissez la suite. Je vous remercie d'avoir assisté à cette session. Je vous dis merci à tous. À bientôt. N'hésitez pas à utiliser la petite application pour la noter. On se retrouve bientôt. Merci.